3 semaines après la découverte du corps de Larbi, le petit garçon de 10 ans tué dans la banlieue bordelaise, un couple de voisins a été placé en garde à vue au commissariat de Bordeaux. Les vêtements de l'enfant ont été retrouvés à leur domicile. File d'attente au guichet des banques françaises pour obtenir des euros. Les banquiers reconnaissent quelques tensions locales, dues, disent-ils, à des retards de livraison. Alors que les médecins généralistes reprennent leur mouvement de grève ce week-end, la Caisse d'assurance maladie met en garde les praticiens qui augmentent d'office leur consultation à 20 euros. Les eaux du célèbre lagon de Bora Bora en Polynésie française passent du bleu au verdâtre. Trop de soleil, pas assez d'eau. Le lagon est en train d'étouffer, les poissons aussi. Madame, Monsieur, bonsoir. Un couple de voisins du Petit Larbi, 10 ans, retrouvé mort le 19 décembre dernier à la cité des Aubiers dans la banlieue bordelaise, a été placé en garde à vue aujourd'hui. Les vêtements de l'enfant ont été retrouvés à leur domicile. L'homme avait déjà été condamné dans une affaire de viol d'enfant il y a quelques années. Il souffrirait, ainsi que sa compagne, de troubles mentaux. Sur place, l'enquête de David Bazier et Vincent Pacifico. Les scellés sont sur la porte. Le couple interpellé par la police habite ce couloir d'immeuble. Presque des voisins du Petit Larbi, désarroi de cet habitant du quartier des Aubiers. Bienvenue chez nous. Ici, les policiers ont retrouvé les vêtements et les billets de tombola que vendait le Petit Larbi lorsqu'il a disparu le 4 décembre dernier avant d'être retrouvé mort dans une benne à ordures. Aujourd'hui, dans le quartier, on est partagé entre le soulagement de voir l'enquête avancer et la stupeur. Le fait que ça soit une personne qui habite à 300 mètres du domicile, c'est très pesant pour la famille. Car la mère de Larbi n'a jamais cru à l'hypothèse d'une fugue et elle se demande si tout a été mis en œuvre pour retrouver l'enfant dès les premières heures de sa disparition. Quand j'allais voir la police, je leur disais de fouiller appartement par appartement, mais ils me disaient que ce n'était pas possible. Les policiers du SRPJ de Bordeaux attendent maintenant les résultats d'analyse qui comparent l'ADN de l'homme interpellé à celle des traces retrouvées lors de la découverte du corps de l'enfant. Toujours en garde à vue ce soir, ici au commissariat central de Bordeaux, le couple nie toute implication. Mais des mises en examen devraient intervenir dès demain matin, notamment pour l'homme qui a un lourd passé de délinquance sexuelle et a effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Et à Vitry, près de Paris, 2 enfants de 2 et 3 ans ont été retrouvés morts à leur domicile ce matin. Selon les premières informations données par la police, ils auraient été vraisemblablement égorgés par leur mère, qui n'a pu expliquer son geste. Sur place, Jérôme Soulard et Patrick Desmecker. La grand-mère est inconsolable. Ce matin, elle a perdu 2 petits-enfants, Kevin 2 ans et Stella 3 ans. C'est le père qui aurait retrouvé ses petits égorgés cachés sous une couverture. Prostré dans l'appartement, sa femme Kim aurait avoué ce coup de folie. La famille, apparemment sans histoire, ne comprend pas. On a reçu un coup de fil de la belle-mère vers 1h. Ma femme m'a dit la personne qui a tué les 2 enfants. On est choqués. Fragile, Kim, la mère de famille, ne parle pas bien le français. Depuis l'arrivée de son 3e enfant, il y a 4 mois, cette jeune femme était suivie médicalement. C'est vrai qu'elle ne s'occupe pas très bien de ses enfants, parce que quelquefois quand mon frère il n'est pas là ou quoi, elle ne donne pas à manger aux grands. Et son fils, le grand, il a 4 ans, mais il est tout maigre. Alors je ne sais pas si elle a un problème dans la tête ou c'est comment... Mise en garde à vue au commissariat de Créteil, la mère de famille devrait faire l'objet d'une expertise psychologique dans les heures qui viennent. Le policier de 28 ans qui a abattu mercredi dernier un jeune voleur de voiture qui forçait un barrage a été entendu aujourd'hui par le juge qui a ouvert une information pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il n'a pas été mis en examen et laissé en liberté. La légitime défense est reconnue. Loïc Delamornay et Yves Ginca. La course-poursuite s'était arrêtée ici. Le policier qui a tué le jeune Moussa vient d'être remis en liberté. Après 48 heures de garde à vue, la justice et l'inspection générale des services n'ont pour l'instant retenu aucune charge contre lui sur la foi des expertises balistiques. Quelques heures auparavant, ses collègues assuraient que le jeune fonctionnaire de 28 ans n'avait pas eu d'autre choix que d'ouvrir le feu. J'ai parlé à Stéphane, il m'a dit « j'ai cru ma dernière heure venue ». C'est un miracle qu'il soit encore en vie à l'heure actuelle.
Mercredi soir, à bord d'une voiture volée, 3 jeunes s'étaient engagés dans une course-poursuite de 40 km, forçant 2 barrages dans les Hauts-de-Seine avant d'atteindre la porte de Clichy. C'est ici, devant le passage en force du 3e barrage, qu'un policier avait tiré au pistolet mitrailleur une balle atteignant Moussa en pleine tête. Au Mureau, d'où était originaire la victime, les éducateurs de quartier sillonnent la cité pour la 3e soirée consécutive. Leur travail d'apaisement a jusqu'ici porté ses fruits. La nuit dernière, une quinzaine de voitures a pourtant été incendiée, mais les autorités en redoutaient beaucoup plus. Dans l'ensemble, l'émotion a été contenue. Si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, discutant avec la mère, la maman du défunt et puis le papa de celui qui est au volant, pendant les 48 heures, ils étaient avec nous, ils font passer un message de calme, ils appellent les jeunes à ne pas riposter, à pas répondre par la violence. Les 2 compagnons de Moussa, 14 et 19 ans, qui avaient volé la voiture avec lui et foncé sur les policiers, ont été mis en examen, notamment pour tentative d'homicide sur agent de la force publique et recel. Un nouvel appel à la grève ce week-end des médecins généralistes en dépit de l'ouverture de négociations fixée jeudi prochain avec la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Plusieurs praticiens ont déjà unilatéralement augmenté le tarif de leur consultation à 20 €. Le patron de la CNAM demande aux patients de refuser de payer ce surcoût. Anne Guéry. Cela s'appelle la politique du fait accompli. Aucune négociation n'est en vue, alors ce docteur, comme 50 de ses confrères en Loire-Atlantique, a augmenté ses tarifs. 20 € au lieu de 17,53 € la consultation. Et nous rentrerons, comme je l'ai dit, dans le rang de toute façon de ce qui sera négocié. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste un mouvement d'humeur local. Nous espérons que que les gens nous suivront dans cette optique. Des patients qui paieront la différence, les uns s'en accommodent, les autres un peu moins. Non. Il y a 2 € de plus quand même, ça fait quand même un supplément, c'est sûr. Enfin, s'ils sont augmentés que tous les 5-6 ans, c'est pas énorme. Hein. Faire payer aux gens la différence et nous pas être remboursés, je trouve que c'est pas normal. Mais bon, je pense qu'ils vont réussir à avoir ce qu'ils veulent en faisant ça. Hein. La Fronde, partie de Loire-Atlantique, a gagné la Haute-Corse et le Calvados. Alors la riposte du président de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, ne s'est pas fait attendre. Je demande très clairement et très publiquement à tous les assurés sociaux de refuser de payer cette surcotisation à leurs médecins. L'augmentation des tarifs des généralistes semble être acquise aujourd'hui à la CNAM. Mais comment répartir ces augmentations en fonction des médecins et des régions? La question sera débattue autour du 10 janvier, avec à la clé sans doute l'ouverture de négociations. Il y a eu moins de morts sur la route cette année pendant le week-end prolongé du jour de l'an. Selon le ministère des Transports, 78 personnes ont été tuées, ce qui représente une diminution de 23% par rapport à l'an dernier. Sur 5 jours, on a dénombré tout de même plus de 1000 accidents qui ont blessé plus de 1500 personnes. Attacher sa ceinture à l'arrière pourrait éviter près de 80% des morts parmi les passagers avant. C'est ce qu'indique la revue médicale britannique The Lancet. Selon une étude conduite sur 100 000 accidents, la majorité des personnes tuées à l'avant le sont par les passagers arrière qui les heurtent violemment en cas de choc. Explication Amaury Guibert et Jean-Paul Chaussé. Attacher sa ceinture à l'arrière, le bon réflexe que tous les parents prudents ont appris à leurs enfants, mais ils ne donnent pas toujours l'exemple. C'est vrai que derrière les adultes, on y pense moins. Mais même moi, j'oublie des fois de la mettre à l'arrière. Ça m'arrive. Vous faites bien attention à ce qu'il soit toujours bien attaché Oui, monsieur. Absolument. Comment ça, c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Pourtant, s'il ne met pas sa ceinture, le passager arrière prend 2 risques. Il peut se tuer, mais aussi tuer d'autres passagers. Le risque de mourir à l'avant est alors multiplié par 5, selon une étude japonaise. Pour faire réagir les automobilistes, la sécurité routière a diffusé ce spot. Comme la plupart des victimes, Julie connaissait son assassin. Une campagne réalisée en Grande-Bretagne, volontairement violente, car destinée à choquer pour changer radicalement les habitudes. C'était son fils. Il était assis derrière elle, sans sa ceinture. Après l'avoir percuté à mort, il s'est rassis à l'arrière. Rappelons qu'en France, le port de la ceinture à l'arrière est obligatoire. Si tout le monde respectait la loi, on estime que sur un an, 1000 vies pourraient être sauvées. En 2001, plus de 7600 personnes sont mortes sur la route.
Des banques qui refusent de changer de l'argent, c'est une des conséquences inattendues du succès de l'euro. Les banquiers qui donnent la priorité à leurs clients et refusent de servir les autres se font tirer l'oreille. Laurent Fabius leur demande de faire leur travail et rappelle que les commerçants ne sont pas des banquiers. Ces derniers reconnaissent quelques tensions locales dues à des approvisionnements insuffisants. Reportage David Boéry et Séverine Lebrun. Vous n'avez pas de monnaie. Alors ce que je vais faire, je vais vous donner 2 kits en euros. Ça vous équipe l'équivalent à 200 francs. Des sachets premiers euros, cette boulangère en vend plusieurs dizaines par jour. Des sachets qui devaient être à l'origine distribués par les banques. Mais tout n'a pas été vendu. Près de 8 millions d'exemplaires sont encore stockés dans les agences bancaires. Je vous remercie beaucoup. On fait vraiment le travail de la banque en ce moment. Donc c'est pénible. Et surtout que la plupart des gens que j'ai eu aujourd'hui, on vient de la banque, on n'a pas pu avoir d'euros. Donc ils nous donnent 200 francs, 500 francs, et nous on fait l'échange. Les plus courageux ont trouvé une autre solution, les files d'attente devant les guichets de la Banque de France, avec comme ici à Toulouse, des clients parfois désabusés. On est quand même clients toute l'année et le jour où on a besoin des banques, en fait, elles sont absentes. Des banques qui pourtant s'étaient engagées à assurer le change, y compris pour les non-clients, jusqu'à 2000 francs par personne. Mais elles se sont très vite laissées déborder. Dans cette agence d'Antibes, difficile de servir tout le monde. Les premiers échanges étaient des échanges ronds, ça allait très bien, mais depuis quelque temps, ils viennent vider les tirelires des enfants, c'est l'hémorragie au centime près. Vous les déposez ou vous les échangez? Je les échange. Vous les échangez. Mais face à l'engouement des Français pour leur nouvelle monnaie, les banquiers plaident non coupables. La profession bancaire n'a pas, même si c'est facile, à être le bouc émissaire de tous les petits dysfonctionnements qui peuvent se produire ici ou là. Dernier argument avancé pour leur défense, le retard pris dans les livraisons, près de 3 semaines sur le programme initial. Les banquiers montrent du doigt la Banque de France et s'excusent de ne pouvoir distribuer les euros qu'ils n'ont pas encore reçus. Si le succès de l'euro est incontestable en France, il a entraîné quelques arrondis des prix plus ou moins importants. Alors que le commerce de détail et la grande distribution vont connaître leur premier vrai week-end d'achat en euros. Enquête sur quelques dérapages avec Elisabeth Esley et Daniel Lévy. Cette année, avec leurs vœux, les distributeurs de boissons nous présentent leurs nouveaux tarifs, en augmentation. Ici, le café coûtait 2,50 francs. Depuis mardi, il est à 0,40 €, soit 2,62 francs, plus 5%. Au comptoir aussi, le petit noir est plus cher. Là où il coûtait 6 francs, il est passé à 1 €, c'est-à-dire 6,56 francs. Et jouer devient plus coûteux aussi. Depuis le passage à l'euro, les jeux à 5 francs sont passés à 1 €. Les jeux à 10 francs à 2 €. Ils ont arrondi pour que ça fasse un compte rond d'euros et non pas de centimes. Non, parce que sinon ça n'augmente pas en temps normal. Mais les gains seront plus gros. Quant aux tarifs des parcs-mètres et des péages d'autoroute, au 1er janvier, ils ont carrément flambé. On ne comprend pas pourquoi certains prix ont flambé tout d'un coup comme ça sous prétexte de l'euro. Il faut convertir au centime d'euro près, un point c'est tout. Il n'y a pas de raison d'augmenter de 10, 15, 20% dans certains secteurs d'activité. Des hausses contestables, mais tout à fait légales, puisque les prix sont libres. En revanche, les commerçants n'ont pas droit à l'erreur en matière de conversion. Ici, tout est correct et les prix n'ont pas augmenté, du moins récemment. Ils avaient tellement augmenté les choses avant que maintenant ils se sont calmés. Certaines choses ont diminué. Ce n'est pas le cas de ces bonbons. Pour que leurs prix tomberont en euros, on les a augmentés de plus de 50%. Mais pour compenser, on a augmenté aussi leur taille et leur poids. C'est un porte-monnaie trieur d'euros. On y glisse en vrac toutes les pièces, on secoue et, miracle, c'est trié. Inventé par un jeune chef d'entreprise originaire de Bourges et qui croule sous les commandes, ce gadget va coûter la modeste somme d'environ 6 €. Il nous est présenté par François Privat et Philippe Ritaine. Confronté à 8 nouvelles pièces de monnaie, difficile de payer rapidement son café. Ici, 1,20 €. Alors Jérôme a inventé le porte-monnaie qui trie les euros. On y entre les pièces en vrac et on secoue quelques secondes. Et voilà. Donc 1,20 €. Ça permet de faire la pointe un peu plus facilement, puis surtout de faire l'apprentissage de l'euro d'une manière plus pratique et puis à la fois ludique, parce qu'il y a un côté sympathique du produit. 11e étage de cette tour HLM. Le bureau de la toute jeune société de Jérôme Alberti. Non, on a un bon fabricant qui fait 5000 exemplaires par jour. Déjà 25 000 porte-monnaies vendus. Ici, le téléphone sonne sans arrêt et c'est la sœur de Jérôme qui assure bénévolement le secrétariat. Les commandes pleuvent avec déjà un gros marché en Belgique.
Depuis le 1er janvier, ça n'arrête pas de téléphoner. Alors, on est très contents. Maintenant, il faut mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et pouvoir répondre à la demande. Dans un premier temps, ce jeune patron de 29 ans vise le marché européen, avec un potentiel de 300 millions d'utilisateurs. Jérôme a déposé un brevet dont il détient l'exclusivité mondiale pour les 3 prochaines années. À l'Élysée ce matin, les armées présentaient leurs vœux au président de la République. L'occasion pour le chef d'état-major des armées de revenir sur la crise de la gendarmerie, fait inattendu, et de réclamer le même sort pour tous les militaires. Philippe Boissry et Didier Rancoeur. Le 22 octobre dernier, dans cette même cour de l'Élysée, les gardes républicains avaient refusé de présenter les armes à leurs commandants. Quelques semaines plus tard, ils étaient rejoints par plusieurs milliers de leurs collègues gendarmes, prêts à franchir un interdit, manifester pour faire entendre leur ras-le-bol. Début décembre, un accord était trouvé avec le ministre de la Défense. Aujourd'hui, fait rarissime, le chef d'état-major des armées a réclamé lors de la cérémonie des vœux à l'Élysée un traitement égal pour les autres militaires qui, eux, n'avaient pas manifesté. À l'évidence, il ne comprendrait pas pour autant que ce comportement exemplaire finisse par aboutir par la création d'écarts injustifiés dans les niveaux de vie parmi les personnels de la défense. Le président de la République a écouté, puis a rappelé les armées aux règles de leur statut militaire, tout en se faisant l'écho des propos du général Kelch. Les suggestions et les contraintes qui en découlent doivent en revanche être reconnues à leur juste valeur et compensées comme il se doit, selon des règles équitables et qui s'appliquent à tous. Alain Richard, lui aussi, a écouté. Pour lui, la revalorisation des militaires a déjà été prise en compte dans le budget et un fonds de consolidation est prévu pour les années à venir. Ça, ce sont les réalités. Ce sont des décisions déjà prises et qui sont équilibrées financièrement. Le reste, ce sont des paroles qui peuvent être d'autant plus généreuses qu'elles restent des paroles. Bref, lorsque le président interpelle, le ministre répond « La cohabitation est de plus en plus armée ». Et puis en marge de ses vœux, l'Élysée a démenti tout versement de rançon pour la libération des otages français du Liban. C'est le conseiller de Jacques Chirac, Maurice Ulrich, ancien directeur de cabinet à Matignon en 1988, qui l'a affirmé ce matin. Ces libérations ont été le résultat de négociations avec tous les États et tous ceux qui pouvaient avoir une influence sur les ravisseurs, a-t-il précisé. Un démenti qui fait suite aux protestations de Charles Pasqua après la mise en examen de 2 de ses proches pour blanchiment de fonds dans cette affaire. J'ajoute que Marcel Carton, l'un des 3 anciens otages, dénonce une cuisine politique. En Afghanistan, les Américains continuent de bombarder alors que la traque du Mollah Omar se précise. Selon le ministre afghan des Affaires étrangères, il se cacherait dans le sud du pays et pourrait être traduit devant un tribunal international. Yann Fronti. De lui, on ne sait pratiquement rien. Les images du Mollah Omar sont rares, quasi uniques, comme celle-ci tournée en 1996. Ce jour-là, Omar est devenu le commandant suprême des talibans en exhibant le manteau du prophète devant ses fidèles. Ceux qui l'ont approché parlent d'un homme rustre, trapu, âgé d'environ 40 ans. Cet homme a travaillé comme maçon dans la maison du Mollah. Il en garde un souvenir précis et peu flatteur. À mon avis, c'est plus un gardien de troupeau qu'un meneur d'hommes. À Kandahar, il avait 4 vaches et ces vaches l'occupaient du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, le Mollah Omar serait retranché dans le district de Bagran, une région montagneuse que bombarde l'aviation américaine. On le dit acculé. Pour Hamid Karzai, le chef du gouvernement provisoire à Kaboul, rien n'est fait. Mais si sa capture se confirmait, il le livrerait aux Américains. C'est un criminel selon les règles internationales. Il doit être livré aux Américains s'ils le veulent pour qu'il soit jugé. Ce soir, il semble bien loin le temps où Mollah Omar, sur Radio Kaboul, jurait qu'il écraserait tous les Américains comme des fourmis. Et nous retrouvons en direct de Washington notre correspondant Étienne Lénart. Étienne, on apprend ce soir la mort d'un militaire américain des forces spéciales en Afghanistan. C'est le premier mort au combat.
Oui, en fait, l'information est tombée il y a une demi-heure. La version des autorités américaines est que ce membre des forces spéciales a été tué au cours d'un échange de tirs dans l'est du pays, près de la ville de Quos. Cela se trouve au sud de Tora Bora. Il semblerait s'agir d'un incident isolé. Il n'y aurait pas d'autres victimes côté américain. C'est effectivement le premier soldat américain tué au cours d'un échange de tirs avec une certaine forme d'opposition. Vous savez que 3 soldats américains sont déjà morts à la suite d'une erreur de bombardement d'un avion américain. Et puis il y avait eu la mort de cet agent de la CIA au cours de la prise de Mazar-e-Sharif. Étienne, les Américains ont décidé de poursuivre les bombardements jusqu'à la capture du Mollah Omar et de Ben Laden. Oui, ils ne s'arrêteront pas de bombarder tout simplement parce que les Américains pensent que le Mollah Omar et ses proches cherchent à gagner du temps en évoquant une éventuelle négociation. Les Américains vont donc continuer de bombarder. Le Pentagone a par ailleurs démenti ce matin qu'il avait arrêté le Mollah Omar et qu'il le tenait caché au secret d'une certaine manière quelque part en Afghanistan. Et l'on dit beaucoup ici à Washington que la récompense pour des informations sur son arrestation, qui est actuellement de 10 millions de dollars, pourrait passer à 20 millions de dollars dans les prochains jours. Cela devrait faire au cours du jour environ 18 millions d'euros. Et puis il y a une dernière photo de Ben Laden qui a été diffusée en Afghanistan sous différentes facettes, si je puis dire. En fait, il s'agit de la dernière livraison de la propagande américaine. Vous savez qu'il lâche des tracts au sud de l'Afghanistan et qui tente là d'encourager les talibans à se rendre plutôt que de mourir. Alors le recto du tract montre un taliban au sol, apparemment mort. Et puis de l'autre côté, on a la surprise de voir apparaître un Oussama Ben Laden transformé en véritable cadre commercial, costume, cravate, plus de turban, plus de barbe. En fait, le message pour les talibans étant que Ben Laden les a lâchés, que c'est un lâche, un meurtrier, et qu'il les a abandonnés. Je ne vous cache pas que cela revêt une certaine forme de naïveté et qu'il y a une certaine partie des observateurs ici à Washington qui ne cachent pas leur appréhension à ce que, notamment dans l'opinion publique de certains pays arabes, eh bien, on considère que cette photomontage est une manipulation de plus de la part des Américains dans ce conflit. Merci Étienne. Un contingent de 500 soldats français quittera dimanche soir la base aérienne d'Istres dans les Bouches-du-Rhône. Ils doivent participer à la force internationale en Afghanistan. Au total, la force de maintien de la paix devrait regrouper pour 6 mois près de 5000 militaires de 17 nations différentes. À l'aéroport civil international de Kaboul, là où commencent à se déployer justement les forces françaises et britanniques, on répare. On essaie de remettre en état les pistes avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, un vol a pu avoir lieu entre Kaboul et Herat dans des conditions de décollage plutôt incertaines. Vous allez le voir. Bernard Lebrun et Jean-François Hoffmann. L'heure de la prière au bord de l'unique piste de l'aéroport. La seule pause que s'accordent ces ouvriers qui depuis 5 semaines comblent les trous des bombes américaines. 6 exactement ont perforé la piste internationale de 3,5 km. Sous la direction de militaires anglais, ils auront bientôt fini ce travail de titan. Nous espérons réouvrir la piste dans à peu près 10 jours. Comme cela, les avions gros porteurs pourront arriver directement à l'aéroport de Kaboul. Car la base de Bagram est à 2h30 de piste de la ville pour les camions humanitaires. Seulement voilà, comme nous le montre son directeur, à Kaboul, on manque de tout. Voici la station électrique. Et ça, c'est la station météo. Il n'y a absolument plus rien dedans. Un décor, des coquilles de béton vides. Et bien sûr, la station radar est détruite. La tour de contrôle a fière allure, mais à l'intérieur, aucun instrument, seul équipement, une radio HF. Alors, en attendant les avions, et surtout l'aide internationale, il décore le directeur et rebâtit son aéroport sur ordre du ministre de l'Intérieur. Voici l'aéroport Massoud. Voici Kaboul en Afghanistan, le pays de Massoud. Un pays où l'on fait avec ce que l'on a. Et ce matin, ils étaient fiers, les Afghans, de nous montrer l'unique avion qui fonctionne de leur compagnie nationale. Un vol intérieur pour Herat à 600 km, avec son équipage, mais pas encore d'hôtesse de l'air, une quarantaine de passagers seulement, hommes d'un côté, femmes de l'autre, des privilégiés. Le billet vaut 2,5 millions d'Afghanis. Le vieil Antonov 24 des années 70 ne s'élancera pas de la piste, mais du taxiway, où circulent les vélos. C'est donc un aéroport international réouvert que vont sécuriser les forces françaises. Reste que l'aéroport de Kaboul a besoin de nombreux équipements et que l'appui logistique de ces soldats ne sera pas un luxe. Au large des côtes israéliennes, un navire transportant 50 tonnes d'armes et d'explosifs a été arraisonné. Les Palestiniens démentent que les armes leur étaient destinées. Selon le gouvernement israélien, elles proviennent d'Iran. Shimon Peres propose aux instances internationales que l'Iran soit désormais placé sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Sur place, Charles Anderlin. Visiblement, l'armée israélienne était bien renseignée.
Le Karina a été intercepté hier soir en mer Rouge dans les eaux internationales à 500 km des côtes israéliennes. À bord, 50 tonnes d'armement, des missiles individuels antiaériens, anti-tanks, des roquettes à longue portée de 122 et 107 mm, des mortiers lourds de 120 mm. Selon le chef d'état-major israélien, cet arsenal provient d'Iran. Le cargo appartenait à l'autorité palestinienne et son équipage, capitaine compris, ferait partie de la marine palestinienne. Et le général Mofaz d'accuser l'autorité autonome de poursuivre sa stratégie de terrorisme et de violence. Fin de citation. Une affaire qui apporte de l'eau au moulin d'Ariel Sharon. Le Premier ministre israélien a déclaré à Anthony Zinni, l'émissaire américain, que l'actuel cessez-le-feu était factice et que les Palestiniens se préparaient à la reprise des combats. Toute chose démentie par l'entourage de Yasser Arafat. Nous ne savons rien de ce bateau, nous n'avons rien à voir avec ça, c'est une provocation israélienne, a dit un proche conseiller du président palestinien. Et ce soir, l'Iran, à son tour, dément tout lien avec ce cargo intercepté donc par l'armée israélienne. En Australie, des milliers de pompiers tentent toujours de contenir l'incendie qui ravage le pays depuis presque 2 semaines. Déjà 500 000 hectares ont été détruits, 170 maisons ont brûlé. Le feu s'étale globalement sur un front de 2000 km et frôle la banlieue de Sydney. En France, la vague de crue de la Meuse a été contenue grâce au froid, avec des températures qui sont descendues à moins 10 degrés. Le gel a figé l'eau dans les prairies, au grand soulagement des habitants et des pompiers. Reportage Agnès Gardet et Karine Poitza. Ils s'étaient préparés au coup dur pour que la Meuse ne les reprenne pas. La crue de 95 qui avait noyé Sedan et Charleville-Mézières, Bruno Pilar s'en souvient encore. Alors depuis 2 jours, ils scrutent le niveau de l'eau, inquiétés par des prévisions alarmantes. Et là, apparemment, elle n'est pas encore arrivée. Ils avaient annoncé qu'elle était en retard et je m'aperçois qu'elle est plus qu'en retard. Et je ne sais pas qui a fait ces calculs, mais là, ils se sont plantés. Mais les fleuves, d'après les spécialistes, ont parfois des comportements qui échappent aux prévisions. Entre le département de la Meuse et les Ardennes, l'onde de crue est passée sans faire de vagues. Le fleuve est sorti de son lit, a pris ses aises, s'est étalé dans les champs et les prairies, jusqu'à ce que le froid le rattrape. Un froid polaire qui donne à la Meuse des allures de Volga. Moins 10 degrés en moyenne. La glace pilée, charriée par les eaux, a considérablement ralenti la crue. Elle a été piégée par le grand froid qui continue de sévir de nuit comme de jour et qui fait que plusieurs millions de mètres cubes d'eau sont gelés dans cette partie en amont de Sedan. Si bien qu'à Charleville-Mézières, le danger est ce soir écarté. Seul un redout et un dégel brutal pourraient à nouveau faire monter le niveau de la Meuse. Dolly, la brebis écossaise, premier mammifère cloné, souffre déjà d'arthrite alors qu'elle n'a que 5 ans et demi. Les scientifiques se demandent s'il s'agit là d'un cas de vieillissement prématuré, alors que des chercheurs américains viennent de cloner des porcs miniatures dont le capital génétique pourrait permettre des greffes sans rejet sur les humains. Romuald Bonan et Bernie Mériot. Dolly va fêter ses 6 ans l'été prochain. Mais déjà l'animal cloné traîne la patte arrière gauche, victime d'arthrite. S'agit-il d'une maladie normale, compte tenu de l'âge et du physique grassouillet de l'animal, ou bien est-elle due à une faille dans le clonage? Les scientifiques, y compris les créateurs du clone, ne le savent pas encore. Je ne pense pas qu'on doit être surpris. Cette technique est encore très mal maîtrisée et elle peut conduire à des maladies comme celle-là. Des incertitudes qui arrivent au moment où le clonage apparaît comme un nouvel espoir thérapeutique pour l'homme, grâce à ces mini-porcs transgéniques clonés par les mêmes scientifiques qui ont créé Dolly. Des animaux tous identiques dont on a désactivé le gène responsable des rejets en cas de greffe d'organes. L'objectif serait de les utiliser pour des xénogreffes, c'est-à-dire greffer des organes d'animaux sur des hommes. C'est une vraie prouesse technologique, c'est un progrès important. Il est insuffisant pour dire que cela permet de voir le jour où on greffera comme ça, sans difficulté, des organes de cochon à des personnes qui en ont besoin. Même si des obstacles demeurent, cette technique devrait permettre dans l'avenir de pallier le manque d'organes humains. Les organismes génétiquement modifiés, justement, ils sont théoriquement interdits dans notre alimentation et pourtant on en trouve. Les OGM seraient présents dans une centaine d'aliments courants. C'est ce que révèle l'enquête de 60 millions de consommateurs que nous commentent Marie-Pierre Samitier et Alain Poirier.
Parmi les produits testés, les céréales destinées aux enfants et aux adolescents. Selon 60 millions de consommateurs, ces Golden Grams de Nestlé contiennent des traces d'OGM, tout comme ces boules de maïs de 7 Day. Il y a aussi les gâteaux d'apéritif ou la mayonnaise. Au total, 36 produits ont été épinglés, mais rien sur les étiquettes n'indique la présence d'OGM. Car ils en contiennent moins de 1%, donc ils n'ont pas l'obligation de signaler la présence de ces organismes génétiquement modifiés. Pour 60 millions de consommateurs qui publient cette enquête, il faut revoir la réglementation sur l'étiquetage. Parce que veut dire le seuil de 1% à partir duquel on est obligé d'étiqueter les produits si on est capable de déceler des traces à des niveaux de 0,1%, voire de 0,01%. Peu à peu, à notre insu, les OGM ont envahi nos assiettes. Or, des études comme ici à l'Institut Pasteur montrent que ces OGM vont rendre notre organisme résistant aux antibiotiques. Il sera encore plus difficile de soigner les personnes les plus fragiles. Les gens atteints de sida, les gens atteints de leucémie ou de cancer sous traitement, ou les gens qui ont une chirurgie lourde, mais surtout les personnes âgées qui représentent une fraction de plus en plus importante de la population. Des champs de maïs transgéniques comme celui-ci peuvent contaminer tous les champs voisins. C'est bien là la question. Comment empêcher les OGM de se disséminer dans la nature ? En moyenne montagne, les responsables des stations de ski s'inquiètent du réchauffement climatique. Depuis quelques années, la neige est de plus en plus capricieuse. L'an dernier, la station de Villard-de-Lans n'a pas pu ouvrir ses pistes. Le coup de froid de cette saison a arrangé bien des choses, mais les professionnels sont inquiets pour l'avenir. Reportage dans le Vercors avec Agnès Monteux et Alain Locachio. L'or blanc est là, enfin. Du coup, à Villard-de-Lans, les skieurs sont arrivés. Mais ici, tout le monde le sait, cette neige est de plus en plus rare, fragile. Alors on la chérit. La nuit, les dameuses font un travail d'orfèvre. À peine 30 cm de neige suffisent pour fabriquer une piste. Sans canon, pas de ski possible. Et en 2 jours, s'il y a un redout, tout aura fondu. Le réchauffement, c'est déjà une réalité. Il faut s'adapter très vite. À nous de savoir nous adapter par rapport à ces conditions d'enneigement. Donc voilà, accompagnement, VTT, tir à l'arc, spéléo. C'est que Météo France n'est guère optimiste. Dans ce champ, on mesure et on observe la poudre blanche depuis 40 ans. En moyenne, la température a déjà augmenté de 2 degrés l'hiver. Le réchauffement devrait continuer et dans un demi-siècle, ce sont les stations de moyenne montagne qui seront les plus pénalisées. À 1500 mètres, on perdrait 1 mois d'enneigement par hiver. Et à plus haute altitude, au-dessus de 2500 mètres par exemple, la diminution serait beaucoup plus faible, ça serait de l'ordre de 10-15 jours. Moins de neige l'hiver, mais plus de risques d'éboulement l'été. Dans cette ancienne vallée glaciaire, les spécialistes protègent les villages et surveillent les montagnes. D'expérience, ils le savent, un réchauffement favorise les chutes de rochers. Il va y avoir fonte des glaciers qui sont en altitude à l'heure actuelle, et donc décompression des versants qui sont pour l'instant maintenus par ces glaciers, et donc risque d'éboulement. La moyenne montagne est un des milieux les plus sensibles au changement de température. À Villard-de-Lans comme ailleurs, tout le monde s'y prépare. Le lagon de Bora Bora est en train d'étouffer. Les eaux transparentes turquoises virent au verdâtre. Sur près de 10 km, le récif barrière a souffert de trop de soleil et de marées exceptionnellement basses qui ont causé la mort des poissons et des coraux. Julie Benzoni et Guillaume Viard. La Polynésie, Bora Bora, des plages qui font rêver. Mais depuis une semaine, le plus beau lagon du monde a changé de couleur. Les poissons s'asphyxient, les coraux blanchissent et l'eau cristalline a viré au vert foncé. Les habitants d'Épité ne peuvent que compter le nombre de poissons morts à la surface de l'eau. D'habitude ici c'est d'un bleu limpide et turquoise, une transparence comme on connaît bien. C'est mort, tout est pourri, c'est assez affolant. Des marées particulièrement basses cette année ont exposé toute la barrière de corail au soleil et au vent. Les coraux, restés à découvert, sont morts. Dans le même temps, de fortes pluies ont drainé des montagnes des petites particules végétales qui se sont développées dans le lagon. Ces algues microscopiques ont fini par priver d'oxygène les plantes et les animaux du littoral. Malgré les apparences, c'est un phénomène naturel qui arrive régulièrement. Ce n'est pas nous qui pouvons influer, c'est la nature. C'est-à-dire s'il y a dans le lac, dans le lagon, des animaux en quantité suffisante,
ils vont pouvoir éliminer les algues. Mais en général, c'est un phénomène qui est assez lent et ça met du temps à se réaliser. En fait, le plancton, ce micro-organisme va manger petit à petit l'algue indésirable. Les scientifiques estiment qu'il faudra plusieurs semaines au lagon pour retrouver sa transparence d'origine. Une fois les eaux plus saines, les requins et les poissons réinvestiront ce coin de paradis aquatique. Sur le Dakar, étape marathon aujourd'hui, arrivé à Zouérat en Mauritanie. Chez les motards, c'est l'Italien Fabrizio Meoni qui l'a emporté et qui s'empare de la première place au général. Et puis du côté des voitures, le Japonais Shinozuka est arrivé en tête. Et c'est son compatriote Matsuoka qui est toujours premier au classement général. Rassemblement de la dernière chance devant le ministère de l'économie pour les 200 salariés de Prost Grand Prix. L'écurie placée en redressement judiciaire a jusqu'au 15 janvier pour trouver un repreneur. Aucun candidat sérieux à ce jour. La délégation est venue aujourd'hui demander de l'aide à Bercy pour démarcher des investisseurs. 40 ans après avoir créé sa propre maison, le plus célèbre couturier français Yves Saint Laurent pourrait annoncer son départ. La fameuse griffe Yves Saint Laurent Haute Couture, qui emploie 150 personnes, serait donc condamnée. La rumeur a été amplifiée par l'annonce d'une conférence de presse prévue lundi matin. Jean-Jacques Dufour. Si le retrait d'Yves Saint Laurent se confirme, la mode va devoir se passer du talent de l'un des plus grands couturiers du XXe siècle. Un artiste qui n'a cessé de mettre son génie et sa passion au service de la féminité. J'aime les rendre belles. Je n'aime pas les déguiser, je n'aime pas les rendre ridicules. C'est un amour des femmes aussi, cette collection. Sur les raisons de ce départ annoncé, on en saura plus lundi lors d'une conférence de presse. On évoque l'état de santé du couturier et les relations qualifiées de difficiles avec les propriétaires de la griffe. Quoi qu'il en soit, si le maître tirait sa révérence, ça serait la fin d'une extraordinaire aventure, commencée en 54, avec celui qui reste son maître, Christian Dior. Parce que les plus belles années que j'ai passées sont les années où j'ai travaillé près de lui. Tailleur, pantalon, smoking, les créations d'Yves Saint Laurent, c'est tout à la fois l'élégance et la liberté, le corps et le cœur. Enfin, en résumé, l'œuvre d'un magicien. Un magicien qui n'a peut-être plus envie d'étonner. Ça serait dommage, mais l'homme n'a plus rien à prouver. Son œuvre a déjà fait le tour du monde. Année de rêve pour le cinéma français en 2001. Il a attiré 76 millions de spectateurs. Les films français ont représenté 41% des entrées, soit une augmentation de 12,5% par rapport à l'an 2000. Et la semaine prochaine sur les écrans, le dernier film de Bertrand Tavernier, Laissez passer. Le cinéaste y aborde pour la première fois la période de l'occupation et s'inspire notamment de l'histoire vécue par Jean Devèvre, cinéaste et résistant. Pascal Deschamps et Dominique Bonnet. Je veux de bons films. Comme tout metteur en scène, acteur et chef de poste, vous aurez à laisser passer. Un laisser-passer, c'est un bout de papier, c'est surtout une attitude. Laisser faire, laisser passer ou réagir. Les gens de cinéma se sont posé la question. Certains noms figurent au générique de nombreux chefs-d'œuvre, mais à l'époque, c'était des jeunes gens qui n'ont pas tous réagi de la même manière. Je ne veux pas travailler pour les frisés, mais je ne veux pas non plus me retrouver à Berlin. Certains, comme Jean Orange, refusèrent de travailler pour la Continentale, une firme allemande, mais qui n'employait que des cinéastes et techniciens français. D'autres, comme Devèvre ou Le Chanois, y firent des films, tout en faisant partie de la résistance. Entre les deux, il y eut tous les cas de figure. Au travail, on est content. Comment est-ce qu'on pouvait vivre à l'époque quand on était technicien, scénariste, réalisateur, ouvrier, acteur? Quels étaient les choix qu'on avait? Quelle était la frontière entre la survie et les compromis? Ce n'est pas un hasard si Bertrand Tavernier aborde l'occupation en parlant de ceux qu'il aime et connaît le mieux, les gens de cinéma. Cet observateur implacable de notre temps ne se fait ici ni juge ni procureur. Il nous attache au pas de ces hommes qui accouchèrent dans un climat de pénurie de grands films, pas de films pro-allemands. Les cinéastes qui ont fait des films ouvertement dégueulasses, des films vraiment de propagande nazie, étaient des gens très obscurs. Hein, c'est ni Christian Jacques, ni Becker, ni Bresson, ni Clouzot, ni Autant-Lara, ni Decoing. Aucun de ces gens-là ont une conduite dans l'ensemble honorable. Peut-être pas toujours héroïque, mais honorable. Des héros, il y en eut aussi, même s'il n'en avait pas conscience, comme Jean Devèvre, qui photographia presque sur un coup de tête des documents allemands de la plus haute importance, sans savoir ce qu'ils renfermaient.
C'est quelqu'un qui agit comme ça, instinctivement, par urgence, sur des choses qu'il croit juste de faire à ce moment-là. Cette fresque de près de 3 heures est un bel hommage aux faiseurs d'histoire, comme a dit le scénariste Pierre Bost. C'est ce que nous fûmes, ajoute-t-il, ni plus, ni moins. Et puis un conflit opposé Bertrand Tavernier à Jean Devèvre, l'inspirateur de ce film. Le juge des référés cet après-midi a ordonné de rectifier le générique en précisant que le scénario était inspiré des mémoires du cinéaste. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle le titre principal. Un couple de voisins du Petit Larby, 10 ans, retrouvé mort le 19 décembre dernier à la cité des Aubiers dans la banlieue bordelaise, a été placé en garde à vue aujourd'hui. Les vêtements de l'enfant ont été retrouvés à leur domicile. L'homme avait déjà été condamné dans une affaire de viol d'enfant il y a quelques années. Il souffrirait ainsi que sa compagne de troubles mentaux. Dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet, puis le point route, Yves Cara. 20h50, le policier du vendredi. Dernier journal, minuit 20, Ève Mété. Demain, 7h, thé ou café. Catherine Sellac reçoit justement Jacques Gamblin. On se retrouve demain à 13h. Et pour se quitter, ces superbes images de la neige sur l'Acropole, avec une vague de froid sur Athènes, comme on n'avait jamais vu depuis presque 10 ans.